Et on termine cette matinale. Je suis très content parce que j'ai pu serrer la main une fois en privé, mais je n'ai pas pu faire encore d'entretien public avec Alain Escada, président de Civitas. Alors je crois qu'il faut dire Civitas International maintenant. En effet, c'est une obligation puisque maintenant Civitas France est dissous sous l'impulsion de Gérald Darmanin et donc Civitas a pu rebondir en ayant bien avant la dissolution déjà, développé des structures à l'étranger. Donc il existe maintenant une coalition Civitas International avec des représentations en Suisse, en Belgique, en Espagne, au Portugal, au Mexique et même au Liban. Absolument, merci beaucoup en tout cas d'être présent, Monsieur Escada. On a abordé plein de sujets là avec de multiples invités, que ce soit sur l'actualité internationale, mais même aussi nationale. Il y a un autre angle d'analyse, à mon avis, qu'il faut avoir. Mais avant ça, je me permets quand même une petite question. J'espère en tout cas que vous allez bien, parce que si je me souviens bien, ben, vous avez eu un accident de voiture quand même assez important. Donc j'espère que vous récupérez bien. Voilà, c'est la moindre Oui, des choses de demander. merci d'abord pour votre invitation et ensuite merci de vous soucier de ma santé. Oui, d'ailleurs, vous voyez, je ne porte plus de minerve. Voilà, j'ai pendant quelques mois porté une minerve avec des cervicales fracturées suite à l'accident, mais tout va bien. Voilà, je suis opérationnel et disponible pour la bataille qui doit se mener. Alors, opérationnel et disponible, on va en avoir besoin. J'aimerais que l'on termine vraiment sur l'aspect national, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, et c'est aussi quand même le travail important de Civitas, hein, qui touche le cœur de l'histoire de France et aussi, on va dire, de son âme, de son Oui. esprit. On a abordé plusieurs sujets internationaux, et je crois, parce que là, je remplace Nicolas Stoker, qui a été saboté par son opérateur, qui avait préparé cet entretien. Je crois que vous vouliez en tout cas, dire un mot ou apporter quelques analyses sur la situation au Moyen-Orient, mais surtout des chrétiens d'Orient. On a abordé certains aspects du Moyen-Orient avec François Martin, mais on n'a pas parlé précisément des chrétiens d'Orient. Et je crois que vous vouliez dire certaines choses, Alain Escada. J'observe que effectivement, on se soucie peu en ce moment du sort des chrétiens d'Orient, en particulier des chrétiens en ce moment de Syrie et des chrétiens du Liban, et surtout qu'on passe à côté d'une analyse juste, c'est-à-dire que il y a il y a une version soft qui consiste à dire il faut s'occuper d'eux, il faut se soucier d'eux, mais sans véritablement se soucier d'observer qui sont les bourreaux authentiques des chrétiens d'Orient en ce moment. Et en tout cas de ne pas remonter vraiment aux sources. C'est-à-dire que en Syrie, par exemple, vous avez un nouveau gouvernement qui a donc participé à renverser Bachar el-Assad, puis donc à se substituer à Bachar el-Assad. On nous dit que Bachar el-Assad était un tyran, on nous le décrit comme celui qu'il fallait absolument renverser pour assurer la paix intérieure. J'observe que sous Bachar el-Assad, les chrétiens de Syrie vivaient en paix. Qu'il n'y avait pas de génocide. Maintenant, on a mis en place un nouveau gouvernement. Ce nouveau gouvernement a été mis en place avec une coalition internationale qui repose sur les États-Unis, Israël, la Turquie et bien sûr le Royaume-Uni et la France, entre autres. Également le soutien du Qatar qui a soudoyé l'état-major syrien. Qu'est-ce qu'on observe maintenant? C'est que ce nouveau gouvernement mis en place par une coalition en grande partie occidentale est en fait composé des anciens d'Al-Qaïda, d'Al-Nosra et de l'État islamique, que plusieurs des membres de ce gouvernement sont connus pour avoir été véritablement des bourreaux durant les années sombres où l'État islamique exécutait sur la place publique des otages, des prisonniers, tout ce qui leur déplaisait. Depuis que ce gouvernement est maintenant en place, voilà, ils ont troqué leurs habits traditionnels d'islamistes pour des costumes occidentaux. Des ministres de tout l'Occident viennent leur serrer la main et on fait semblant de croire qu'ils sont devenus des islamistes modérés.
Mais en vérité, on voit bien que rien n'a changé. Les Alaouites sont martyrisés. On a vu il y a quelques semaines une opération d'épuration ethnique qui s'est accompagnée de massacres gigantesques d'Alaouites qui sont en fait les membres de l'ethnie de Bachar el-Assad. Et puis évidemment, ça ne s'arrête pas aux Alaouites, ça continue ensuite à l'encontre des chrétiens syriens qui sont obligés de fuir en grande partie, de fuir vers le Liban ou d'être soumis à une sorte de dimitude. Or, ce que je souligne, c'est que il y a un grand paradoxe qui s'en est suivi, c'est que les chrétiens d'Orient, les chrétiens de Syrie ont fui en grande partie au Liban. Le Liban s'est retrouvé à son tour une nouvelle fois sous une attaque combinée à la fois israélienne au sud Liban et de troupes donc du nouveau gouvernement syrien dans la partie nord-orientale du Liban, et que cette synchronisation de l'attaque ne me semble pas être parfaitement hasardeuse, parce que il faut rappeler que les anciens de l'État islamique, du Front al-Nosra et d'Al-Qaïda ont toujours bénéficié d'une aide israélienne dont les grands médias taisent l'ampleur. Il faut se souvenir que du temps où le Front al-Nosra menait la guerre en Syrie contre le régime Bachar el-Assad, les blessés du Front al-Nosra trouvaient un accueil où dans les hôpitaux israéliens. Il faut savoir que ceci est tout à fait confirmé, pas par des complotistes, mais par la télévision israélienne elle-même, par des interviews à la fois de dirigeants politiques et même de représentants militaires israéliens qui ont tout à fait validé le fait que les islamistes, les fameux islamistes du Front al-Nosra, eh bien oui, se faisaient soigner lorsqu'ils étaient blessés, se faisaient soigner dans les hôpitaux israéliens. On sait qu'il en a été de même pour l'État islamique, on sait qu'il en a été de même pour Al-Qaïda, on sait qu'il y a eu des aides financières de l'État israélien à ces mouvements, on sait qu'il y a eu des aides de matériel militaire apportées à ces mouvements dans le but certes de renverser Bachar el-Assad, mais donc c'est bien l'État israélien, entre autres, qui a suscité l'émergence de ces mouvements islamistes en Syrie. Et donc maintenant, on voit que cela se déplace, cette opération combinée contre le Liban également, et on sait qu'effectivement, donc l'État israélien a des vues expansionnistes vers le Liban. On sait qu'il y a un projet de grand Israël qui veut non seulement conquérir le territoire palestinien et également la Cisjordanie, une partie de la Jordanie, une partie de l'Égypte, une grande partie du Liban et une partie de la Syrie. Cette réalité-là, peu de gens en font état, et je dirais c'est assez effarant de voir que par exemple Marion Maréchal, qui en beaucoup de circonstances se présente comme une défendresse des chrétiens d'Orient, eh bien a eu pour souci premier ces dernières semaines d'aller se rendre en Israël, tout comme Jordan Bardella. Or, quelques mois auparavant, Marion Maréchal s'était rendue en Arménie. On se souvient qu'elle avait été visiter des réfugiés du Haut-Karabagh qui s'étaient rendus en Arménie pour trouver un peu de paix. Mais là encore, Marion Maréchal semble oublier ou feint de ne pas savoir que les Arméniens du Haut-Karabagh ont été martyrisés par des forces militaires musulmanes, certes, mais armées
est soutenu par l'État israélien. Et donc, cette géopolitique, elle est omniprésente dans le martyre que subissent les chrétiens d'Orient. Le bras est certes présenté comme islamiste, mais derrière ce bras armé, il y a toujours un soutien financier, militaire et même sanitaire porté par l'État israélien. Et donc, il faut avoir en tête que cet État israélien, il est bien toujours en permanence l'adversaire des chrétiens d'Orient. Que l'on ne peut donc pas considérer que cet État israélien est un partenaire acceptable pour ceux qui défendent les chrétiens d'Orient. Il n'y a donc pas lieu d'aller faire des courbettes devant le gouvernement israélien, devant Netanyahou, devant Isaac Herzog, en faisant semblant de croire que cet État israélien est un allié de l'Occident et un allié des chrétiens d'Occident. Il est encore et toujours un adversaire des chrétiens d'Orient. Et par ailleurs, il faut aussi couper court à un mensonge qui consiste à laisser penser que le Hezbollah serait, lui, l'ennemi des chrétiens d'Orient. Là, je veux insister sur un point fondamental dont les grands médias, évidemment, ne vont rien dire, c'est que tant en Syrie qu'au Liban, c'est le Hezbollah qui, durant des années, est venu au secours des chrétiens d'Orient. En Syrie, je connais personnellement fort bien sœur Agnès Mariam de la Croix, qui dirige un monastère chrétien qui, au temps où le front al-Nosra menait des offensives pour renverser Bachar el-Assad, eh bien ce monastère a été assiégé par le front al-Nosra. Et c'est précisément le Hezbollah qui est venu au secours de ce monastère chrétien, qui a repoussé les troupes du front al-Nosra et qui a permis à ces religieuses de retrouver la paix. Et au Liban, c'est exactement la même chose. Sur la frontière sud du Liban, ce sont les miliciens du Hezbollah qui défendent les religieux chrétiens. Je sais par exemple qu'il existe une religieuse française, une ancienne dominicaine de Fangeau, qui vit aujourd'hui en ermite à la frontière sud du Liban. Eh bien, ce sont des miliciens du Hezbollah qui assurent sa protection. De même que les monastères qui se trouvent au sud du Liban, eh bien, les monastères chrétiens tenus par, entre autres, des franciscains, eh bien, ce sont des miliciens du Hezbollah qui assurent leur protection et qui viennent même régulièrement leur apporter des vivres, des camions de fruits, de légumes. Tout ça, les grands médias n'en parlent pas, mais c'est ça la réalité. Le Hezbollah n'est pas ce que les grands médias dominants tentent de faire croire, et c'est au point que eh bien, il y a aujourd'hui une unité chrétienne au sein du Hezbollah parce que les chrétiens du Liban ne savent plus où se proposer autrement en tant que volontaires qu'au sein du Hezbollah pour défendre leur territoire et défendre leur foi. Donc les choses sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît, mais en tout cas, il me semble vraiment important de souligner cela, de souligner que non, Israël n'est pas l'allié des chrétiens d'Orient et que non, le Hezbollah n'est pas l'ennemi des chrétiens d'Orient. C'est un très bon résumé. Merci pour ce résumé d'ailleurs, Monsieur Escada, parce qu'on sait aussi quelle est la dimension religieuse assumée du pouvoir israélien. Et quand on regarde cet extrémisme religieux, normalement, ça devient encore plus évident quelle est vraiment la considération des chrétiens de la part de ces Israéliens radicaux. J'ai une autre question pour rester sur ce sujet-là, parce que là, on était vers le nord, qui est évidemment une situation importante à regarder. On a parlé de la Syrie, avec le régime baathiste qui est tombé. Là, on a parlé aussi de l'Iran. Mais quid de la Turquie,
Parce que là, c'est aussi un sujet, je pense, important peut-être à rappeler, parce qu'on parlait de la chute de la Syrie, maintenant avec énormément de chrétiens d'Orient qui se retrouvent massacrés. Et pourtant, la Turquie a participé à ces opérations qui ont permis de faire chuter le régime de Bachar el-Assad. Et nous savons aussi quelle est la relation aujourd'hui au sein même de la Turquie entre le pouvoir d'Erdogan et les fameux chrétiens d'Orient qui sont notamment à Istanbul ou autre. Tout à fait. Alors, la Turquie est en fait une espèce de rival d'Israël dans une volonté expansionniste. D'un côté, on a un État israélien qui rêve d'un grand Israël, et aujourd'hui, avec Erdogan, on a un État turc qui rêve d'un retour à un grand empire ottoman. L'un et l'autre veulent donc conquérir des territoires. Et ce sont évidemment les mêmes territoires, à peu de choses près. Donc l'État turc rêve de s'emparer d'une partie de la Syrie. Et donc il y a déjà d'ailleurs des soldats turcs qui sont sur une partie du territoire syrien. Mais en fait, l'État turc, évidemment, il est lui aussi un bourreau des chrétiens d'Orient. Et sur le sol turc même, évidemment, les chrétiens d'Orient ont toujours été disons, lésés depuis les nouvelles législations qui auraient permis de, soi-disant, retrouver les anciens terrains disons, spoliés aux chrétiens d'Orient. On voit bien qu'il n'en est rien, que les chrétiens d'Orient ont toutes les difficultés à retrouver leurs anciennes propriétés. C'est un héritage, évidemment, de l'Empire ottoman qui a commis le génocide des Arméniens. Et des Grecs melkites, il faut penser aussi à eux. Il y a dans ce contexte géopolitique, effectivement, à la fois un rapport ami-ennemi entre Israël et la Turquie. Ils sont évidemment des rivaux pour chacun développer leur expansionnisme, mais ils ont un adversaire commun, ce sont les chrétiens d'Orient. Ils veulent, dans les deux cas, les expulser de leur territoire d'origine. Et le drame, c'est que l'un et l'autre, l'État israélien et l'État turc, bénéficient du soutien bienveillant dans ce domaine de l'Occident. L'État israélien, on sait bien qu'il y a une espèce de fascination de l'Occident pour l'État israélien. Et quant à l'État turc, il est membre de l'OTAN et à ce titre, il est choyé par les États-Unis et par les pays européens membres de l'OTAN, que l'État turc, en ce moment, joue habilement de relations privilégiées avec la Russie et que donc l'Occident ferme les yeux sur des malversations et des méfaits turcs contre les chrétiens d'Orient parce que l'Occident souhaite maintenir les meilleures relations avec la Turquie pour qu'elle n'aille pas complètement changer d'orientation et devenir le meilleur allié de la Russie contre l'Occident. Merci pour ces rappels. Ce qui est fortement inquiétant, c'est de voir aussi cette géographie qui nous fait nous poser de nombreuses questions, avec aussi les théâtres d'opérations militaires, de comment vont vivre ou peut-être se déplacer, et s'ils se déplacent, où exactement, ces fameux chrétiens d'Orient. Peut-être un dernier rappel avant de passer à un aspect peut-être plus national. Alain Shkada, il y a SOS Chrétien d'Orient, je sais, qui Oui. agit. Est-ce que voilà, vous pouvez en parler un petit peu? Est-ce qu'il y a aussi peut-être d'autres initiatives qui pourraient être soutenues? Parce que là, je pense qu'il est plus que nécessaire de jeter quand même plus qu'un œil et même de pouvoir soutenir ces mouvements avec ces personnes-là qui se retrouvent, on l'a dit, littéralement en Syrie, par exemple, massacrées en ce moment.
Tout à fait. Bon, je pense qu'effectivement, c'est SOS Chrétiens d'Orient qui est l'outil le mieux placé en ce moment pour apporter de l'aide à ces malheureux chrétiens d'Orient. SOS Chrétiens d'Orient a fait preuve depuis de longues années d'une efficacité dans ce domaine, a su tisser tout un maillage de réseau pour pouvoir aller au plus près des besoins des chrétiens, que ce soit en Syrie, en Irak, au Liban. Et donc, vraiment, il faut se tourner vers eux lorsqu'on veut apporter du soutien à ces chrétiens d'Orient. Du soutien, ils ont besoin de beaucoup de choses. Évidemment, on peut les aider en leur apportant par le biais de SOS Chrétiens d'Orient de quoi se loger, de quoi beaucoup de réfugiés se retrouvent sans logement et ont besoin vraiment d'une aide de l'Occident. Et puis, il faut souligner aussi, je pense que c'est important, que les chrétiens d'Orient n'ont pas vocation à trouver refuge en Europe. Que si on fait venir tous les chrétiens d'Orient en Europe, eh bien, il n'y aura tout simplement plus de chrétiens d'Orient. Bien sûr, ce sont disons, des réfugiés privilégiés s'il fallait choisir parmi des gens à accueillir sur notre territoire, mais en soi, ce n'est pas une solution. Il faut rendre aux chrétiens d'Orient leur dignité, c'est-à-dire leur permettre de rester des chrétiens d'Orient dans leur pays d'origine et les aider à défendre leur territoire. Absolument. Donc SOS Chrétien d'Orient, si vous ne connaissiez pas, eh bien, dirigez-vous vers cette organisation pour pouvoir les soutenir. C'est un travail extrêmement important aujourd'hui. Donc, Alain Escada, on va parler maintenant de l'aspect national et même occidental, parce que là, il se passe de nombreuses choses sur le plan économique. Ça a été tous les sujets développés dans cette matinale. Mais on a aussi un aspect civilisationnel aussi qui est en pleine transformation. Et lorsqu'on parle de civilisation, il y a toujours la notion donc d'histoire, aussi donc de spiritualité, d'âme, on va dire, des nations ou même d'un continent. Si je ne me trompe pas, il y a une revue, la revue de l'association Revue du Pays Irréel, mais là c'est Caritas, à laquelle vous participez. Le tout dernier numéro se centre sur les notions donc de satanisme et de mondialisme, ou en tout cas de mondialisation. Tout d'abord, première question, quand on voit actuellement c'est-à-dire le conflit entre les États-Unis et par exemple l'Union européenne sur le plan économique, que lorsqu'on a vu aussi cette révolution Trump, mais qui a une composante spirituelle, lorsqu'on a vu Marco Rubio avoir la croix du Oui. mercredi des cendres, Pete Hegseth, est-ce qu'on assiste à une révolution aussi spirituelle aux États-Unis, Alain Escada? Sans conteste, mais qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que il y a une reconquête pro-vie, une reconquête chrétienne de l'espace politique américain qui évidemment nous réjouit. La guerre qui est menée contre l'idéologie woke, contre l'idéologie transgenre, le retour à une vision évidemment nettement plus saine de la famille, tout ça nous réjouit. Et évidemment, de même que le combat contre les budgets de l'USAID qui ont servi à la subversion sur différents continents. C'est vrai que c'est un formidable élan qui se manifeste aux États-Unis, le combat de l'administration Dodge contre les gaspillages de l'USAID, alors qu'il faut rappeler, l'USAID a financé de l'idéologie transgenre sur tous les continents, de la propagande transgenre au Pérou, des cliniques transgenres en Inde. Enfin, c'est fou à quel point c'était une entreprise de subversion mondiale qui s'opérait à partir des budgets des États-Unis. Donc ça, c'est formidable. Maintenant, il faut rester aussi objectif. Pour autant, ce n'est pas non plus le camp du bien contre le mal. Si l'on observe bien les composantes de
de l'administration Trump et des soutiens de Trump, il y a effectivement des chrétiens fervents, il y a effectivement des défenseurs de la vie et de la famille, il y a aussi, je dirais, une caste de milliardaires qui n'ont pas, eux, nécessairement que des souhaits de servir le bien commun. Et je voudrais rappeler, par exemple, que derrière les grands financiers de Donald Trump, il y a une série de noms qui méritent quand même qu'on s'y attarde parce que ce ne sont pas de grands enfants de cœur. On se souvient que l'un des premiers jours de présidence de Donald Trump a accueilli les milliardaires Larry Ellison et Sam Altman pour présenter le projet Stargate donc de développement de l'intelligence artificielle américaine avec un budget de 500 milliards de dollars. À cette occasion, il faut rappeler que par exemple Larry Ellison a annoncé que cette intelligence artificielle devrait notamment servir, entre autres, à mettre au point de nouveaux vaccins ARN messagers, les fameux vaccins qui ont été tant contestés donc pour leurs effets secondaires dans le domaine de la prétendue lutte contre le Covid. C'était les vaccins, le principe des vaccins ARN messagers qui a été la cause de tant d'effets secondaires, de morts et d'effets secondaires durables sur la santé de millions de personnes. Et là, donc, Larry Ellison nous dit que cette intelligence artificielle qui va se développer grâce au projet Stargate va permettre de mettre en place différents nouveaux vaccins ARN messagers sur mesure, dont notamment ce qu'il annonce comme un vaccin contre le cancer. Mais plus inquiétant, me semble-t-il encore, il faut savoir qu'il y a un point commun entre Larry Ellison, donc le patron de Oracle, Sam Altman, le patron de OpenAI, et Peter Thiel, le patron de PayPal, c'est que ces trois milliardaires, soutiens financiers de Donald Trump, sont trois adeptes de ce qu'on appelle la parabiose hétérochronique, c'est-à-dire la consommation de sang jeune. Ces trois milliardaires consacrent chacun des centaines de millions de dollars à développer ce que l'on appelle scientifiquement la parabiose hétérochronique, et qui est en fait une théorie selon laquelle la transfusion de sang jeune permettrait de trouver une régénérescence et de vivre plus longtemps dans de meilleures conditions. Or, ces gens-là considèrent que plus le sang est jeune, plus son effet est régénérant. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que, évidemment, il faut idéalement du sang d'adolescent, et que mieux encore, le sang d'enfant serait plus efficace que le sang adolescent. Or, la question se pose tout naturellement, où va-t-on trouver du sang d'enfant pour pratiquer de la transfusion sanguine souhaitée par ce genre de milliardaires? Je rappelle qu'aux États-Unis, sous la présidence de Joe Biden, ce sont entre 350 000 et 400 000 enfants qui ont disparu sous la présidence de Joe Biden, à travers l'immigration illégale, entre 350 000 et 400 000 enfants qui ont disparu des radars. Donc, je pense qu'il faut souligner ça, c'est que des milliardaires qui sont des adeptes de la parabiose hétérochronique, qui sont des adeptes de la transfusion de sang jeune, ce ne sont pas des partisans du bien commun, ce ne sont pas des partisans du camp du bien. Je rappelle aussi que Elon Musk est séduisant en bien des domaines, qu'on sait à quel point il a donné à travers X, Twitter, une opportunité extraordinaire pour beaucoup de pouvoir s'exprimer librement. Mais je rappelle que c'est aussi Elon Musk qui est à la tête de Dodge et qui fait un travail remarquable pour nettoyer les écuries d'Augias et éliminer les budgets servant à la subversion.
Pour autant, je rappelle également que Elon Musk est également le patron de Neuralink et que Neuralink est une société qui a pour objet de préparer le puçage des cerveaux humains. Et cela, qui peut considérer que pucer les cerveaux humains est un progrès vers le bien commun? Avez-vous, Raphaël, envie que l'on vous place une puce dans le cerveau pour être un homme augmenté demain? La question vient aussi pour le moment du fait de l'utilité ou non de Neuralink. C'est leur argument principal va être de pouvoir redonner de la mobilité, par exemple, ou en tout cas diminuer des handicaps majeurs pour des personnes qui sont fortement affectées par un certain handicap. C'est le sujet initial. Et c'est vrai que la grande question vient de sa démocratisation potentielle et de la relation que l'on aura au transhumanisme et à la dimension d'homme augmenté ou diminué. Exactement. Vous savez, le mal avance toujours sous l'apparence d'un bien. On va toujours au départ faire avancer toutes les idées du mal sous prétexte de servir un bien. Une fois que vous aurez popularisé le puçage pour aider des invalides, vous ne pourrez plus arrêter la machine. Vous serez dans un schéma de transhumanisme qui ne pourra plus être arrêté. Tous ces gens dont je vous ai cité les noms, Peter Thiel, Larry Ellison, Sam Altman, Jeff Bezos, tous sont des partisans du transhumanisme. Et ce transhumanisme, il est sataniste. Il est destructeur de l'humanité. Il crée une nouvelle humanité qui ne ressemblera plus en rien à celle que nous avons connue, celle qui, à mon sens, est une création de Dieu. Le transhumanisme, ce sont des hommes machines qui ne seront plus maîtres d'eux-mêmes. À partir du moment où vous avez une puce dans le cerveau, pour que cette puce dans le cerveau soit fonctionnelle, elle est connectée. À partir du moment où elle est connectée, elle peut être piratée, téléguidée. Vous savez, il existe un livre qui a été publié il y a maintenant, je pense, 3 ans, sous l'impulsion du ministère de la Défense en France. Il se présente sous une forme romanesque, mais c'est une commande du ministère de la Défense et il envisage les conflits de 2030 à 2035. Et il considère justement quelles seront toutes les conséquences du puçage des cerveaux. Et l'un des schémas qui est envisagé, c'est que donc, lorsque l'on aura entamé à grande échelle le puçage des cerveaux, on commencera naturellement par les militaires, parce que c'est pour les aider en opération à recevoir des données par donc l'envoi par leur puce électronique dans le cerveau. Et la défense se pose une question éthique. Inévitablement, il arrivera un moment où ces puces pourront être piratées. Que fera-t-on lorsque un officier de l'armée française posera un acte contre la France parce que sa puce aura été piratée? Et l'armée française, dans une question éthique, se demande: est-ce qu'on pourra considérer que cet officier est un traître alors que c'est sur base d'une recommandation du gouvernement français qu'il se sera laissé pucer et que c'est par ce puçage qu'il aura pu être piraté pour devenir un traître? Vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Toutes les conséquences à terme que l'on envisage de ce puçage à grande échelle. Ce n'est pas un hasardeux que le ministère de la Défense se pose déjà ce genre de questions. Le piratage est inévitable. Tout ce qui est connecté peut être piraté. Alors là c'est pour le sujet transhumaniste. On est sur une projection
plutôt long terme, même si ça peut arriver beaucoup plus tôt que prévu, parce qu'on voit que le développement de l'intelligence artificielle crée des innovations de manière exponentielle et des découvertes de manière exponentielle. Il y a quand même les conditions matérielles. Après, il faut que la population, faut que ce soit accessible, abordable en termes de prix. Et après, il faut qu'il y ait des tests qui soient faits pour tenir. Donc, on sait qu'on parle d'une échelle un peu longue. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on parle est-ce qu'on parle du même satanisme ou alors est-ce qu'il y aurait deux formes de satanisme, si je peux me permettre l'expression, ou la formule, c'est parce que on voit qu'aux États-Unis, donc à cause de la mondialisation, c'est-à-dire l'évolution des technologies et des échanges à travers le monde, eh bien, on a cet aspect donc transhumaniste qui va se développer. Par contre, on a vu une profonde réduction et même une volonté de guerre et de destruction de ce que l'on peut appeler l'empire woke, LGBT, etc. On rappellera à la fois les propos très religieux de Donald Trump, le fait de redéfinir uniquement de sexe, etc. Donc sur le moment présent, il y a une guerre contre cette forme d'idéologie. D'ailleurs, il y a un repli en Europe. C'est ça qui est intéressant donc à voir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait plusieurs formes de satanisme, enfin, parce qu'on aurait l'impression de dire que tout est satanisme dès qu'on se projette dans le futur, cet angle-là. Ce n'est pas que le progrès doit être qualifié sataniste, évidemment. Il ne s'agit pas d'être contre le progrès, mais il s'agit de se méfier, en fait, d'une évolution de l'être humain qui rendrait cet être humain privé de sa liberté. Dieu nous a fait hommes avec un libre arbitre. Si les avancées technologiques nous privent à terme de notre libre arbitre, il y a lieu de considérer que c'est une forme d'influence satanique. Mais effectivement, le satanisme revêt plusieurs formes. Et vous avez raison de dire que depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, il y a un combat contre la forme la plus visible, mais peut-être la plus primaire, du satanisme, que c'est bien aussi effectivement le satanisme qui a détruit la famille pendant des années aux États-Unis et qui a permis à l'idéologie du gender et au dictat LGBT de se répandre jusque dans les écoles primaires. Et donc, évidemment, cette bataille-là, elle est importante, il faut la saluer, elle est essentielle. Si on laisse les enfants être prisonniers de cette perversion, de cette entreprise de perversion, il n'y aura plus rien à sauver, évidemment. Donc c'est là que se déroule la première bataille. Je fais simplement disons, le parallèle entre les deux, parce que je pense que le satanisme peut revêtir différentes formes et que donc il sera de plus en plus fréquent, à mon avis, que l'on observe des comportements politiques qui servent tantôt le bien, tantôt le mal, que nous n'avons plus de grands personnages politiques qui incarnent complètement et définitivement le camp du bien. Qu'il y a tellement d'intérêts sous-jacents que tout est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Mais pour autant, effectivement, réjouissons-nous de cette bataille contre je dirais le satanisme le plus visible. Et je rappelle qu'aux États-Unis, le satanisme est considéré comme une religion parmi d'autres. Hein. Depuis 2011, le satanisme a des droits au même titre que le christianisme, le judaïsme, le protestantisme, etc. Qu'à ce titre, le satanisme aux États-Unis peut même aller prêcher dans de nombreuses écoles et universités, hein, installer des monuments sur des campus universitaires, que le satanisme peut désormais bénéficier de cultes, y compris sur des navires de guerre. Hein. C'est l'une des premières victoires du mouvement sataniste en 2011. C'était sur base de plaignants qui étaient des militaires qui voulaient pouvoir obtenir de célébrer un culte satanique sur un navire de guerre américain et qui ont obtenu gain de cause. Donc, le satanisme a vraiment pignon sur rue aux États-Unis. Et on a vu d'ailleurs, il y a
il y a une dizaine, même pas une dizaine de jours, une petite semaine, on a vu que des satanistes voulaient organiser une messe noire au Capitole du Kansas et que cela a donné lieu à une bagarre générale et que donc un responsable sataniste a été arrêté pour avoir frappé un chrétien qui cherchait à lui arracher le texte de sa messe noire qu'il se préparait à célébrer. Donc la bataille, elle fait rage aux États-Unis, c'est vrai, parce que le satanisme y est beaucoup plus présent qu'ailleurs de façon très officielle. Vous avez aux États-Unis des panneaux de 20 mètres carrés sur les autoroutes faisant la promotion du satanisme, expliquant que l'avortement est un rituel sataniste ou que la transformation de genre fait partie de la liberté sataniste. Donc, effectivement, ça, c'est des choses qu'on n'imagine pas en Europe. Aux États-Unis, le satanisme, il est vraiment présent de façon visible, authentique, en pleine rue. Hmm. Le temps passe très vite, mais j'espère que vous avez encore quelques minutes, Alain Escada, parce que j'aimerais qu'on termine sur le sujet français. Je vais faire très rapide. C'était intéressant de développer ces points-là, parce qu'on pourrait dire quelque part que les États-Unis sont en train de combattre un des ennemis d'aujourd'hui, l'ennemi d'aujourd'hui woke et LGBT. Et là, il y a une mise en garde, à juste titre, hein, surtout sur l'aspect philosophique, métaphysique, religieux, spirituel de l'homme-machine et de l'évolution de la technologie. Ça, c'est finalement, on pourrait dire, l'ennemi de demain Oui. qui va s'imposer à nous. Mais donc, quid de l'Europe et quid de la France, Alain Escada? Parce que là, on parlait des États-Unis qui ont quand même mis en place, même s'il y a certes l'Église de Satan, bon, quand les mecs sortent, ils peuvent se retrouver à avoir beaucoup de problèmes parce qu'il y a quand même de la ferveur chrétienne aux États-Unis. Euh, on a quand même le président qui jure sur la Bible. Notre président Macron n'a pas juré sur la Bible. C'est le moins Ça, qu'on puisse dire. voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais donc, Il a plutôt fait une prestation disons, maçonnique ou paramaçonnique lorsqu'il a été élu pour la première fois avec sa cérémonie devant la pyramide du Louvre. et Sans la parler seconde des fois avec les problèmes. enfants, c'est ça? Je crois que Oui, la seconde fois, c'est quand il était entouré d'enfants. oui, oui, oui. Voilà. Sans parler de la cérémonie des Jeux Olympiques, qui était aussi un grand moment de satanisme diffusé sur les télévisions du monde entier. Ouais. Donc, de là va venir ma question, quid de la France et de l'Europe pour cet ennemi actuel, l'ennemi woke LGBT, qui était quand même, on va dire, une des formes qu'on peut, même moi je valide tout à fait cet aspect, de satanisme qui était très présent aux États-Unis, mais là on a vu qu'il y a une cassure et même une bataille fortement engagée avec un avantage certain pour le camp Trump. Selon vous, Alain Scada, avec la conjoncture actuelle, est-ce que la situation va se renforcer sous cette égide LGBT-satanique, on va dire, en France et en Europe, ou alors, même si là, il y a un repli actuel, de par les actions de Trump, même à l'international, et avec les réactions qu'a la situation économique sur les populations, la situation politique aussi, qui est en pleine ébullition, est-ce qu'il peut y avoir une résistance à venir contre cette forme de satanisme actuelle en France et en Europe? Ah, je pense qu'évidemment, la bataille qui se déroule en ce moment aux États-Unis va tout simplement s'exporter en Europe, évidemment dans des conditions qui nous sont pour l'instant défavorables, mais qui peuvent à terme s'inverser. Je pense que dans un premier temps, tous les lobbies de type LGBT, woke, etc., vont s'arc-bouter sur leur position et que les milliardaires de type Soros vont redoubler d'investissements dans ces lobbies en Europe pour tenter de résister aux échos de ce qui se déroule positivement aux États-Unis. Donc on va être dans un vrai duel, dans un vrai bras de fer. Je pense que dans un premier temps, dans des pays comme la France, la répression va se renforcer à l'égard
de tout ce qui est mouvement qui s'oppose à ce wokisme. C'est pas voilà, quand on observe Civitas, je l'ai dit en début d'émission, en France, Civitas France avait été dissous, donc la confirmation de la dissolution a été prononcée en décembre 2024 par le Conseil d'État. D'autres mouvements, bien d'autres mouvements identitaires, nationalistes ont été préalablement dissous. On voit bien que les marges de manœuvre des opposants au wokisme en France sont limitées. Mais dans un monde mondialisé, évidemment, ce qui se passe aux États-Unis est immédiatement rendu public en France et dans le reste de l'Europe. Et donc, il y a un vent d'espoir énorme. Et puis, il y a surtout, du coup, la compréhension chez beaucoup que ce qui a été présenté comme une pensée dominante LGBT wokiste dont on ne pouvait pas s'affranchir, eh bien, elle n'est pas une vérité absolue, intangible et définitive. Donc, évidemment, je pense que, notamment dans la jeunesse, dans les écoles, dans les universités, il y a de plus en plus de jeunes gens qui comprennent que cette pensée que l'on leur a imposée comme une pensée dominante, eh bien, ils peuvent s'en affranchir. Et là, il faut bien dire que justement, aussi, les jeunes d'origine immigrés sont sans doute les moins favorables à céder à la pensée LGBT wokiste. Parce que eux, ça ne fait pas partie de leur concept. Et je pense aussi bien aux jeunes gens d'origine de population musulmane qu'aux jeunes gens originaires de pays d'Europe de l'Est qui sont présents sur le territoire français. Il ne faut pas leur parler du LGBTisme et du wokisme. Donc ces batailles-là, elles vont évidemment être au centre de l'actualité, me semble-t-il, en France et dans le reste de l'Europe, avec évidemment le bémol, c'est la volonté de Macron de nous amener dans une guerre contre la Russie qui risque de mettre une chape de plomb sur la liberté des médias alternatifs de pouvoir encore s'exprimer. Mmh. Merci Alain Escada. Dernière question, le temps passe vite encore une fois, mais d'ailleurs ça me permet, vu que je vous ai sous la main, virtuelle, on aimerait avec le camarade Sylvain Durin, on pense à organiser une émission pour mettre en avant le catholicisme, et donc là c'est en pleinement le sujet, et faire une émission sur le catholicisme politique, de voir un peu quelles peuvent être les solutions, la manière de décrire, de présenter, et donc j'aimerais beaucoup que vous puissiez être présent. Je pense avec grand plaisir, naturellement, avec très grand plaisir. Donc, je vous relancerai plus tard, mais ça me permet de poser cette dernière question, parce que là, j'ai parlé de catholicisme. Oui. Trump, par exemple, si je ne me trompe pas, il a été élevé dans la foi presbytérienne, donc oui, branche du protestantisme. Il se considère aujourd'hui, on va dire, chrétien non confessionnel. Donc, il n'appartient pas à l'Église catholique de Rome. Et lorsqu'on parle de la civilisation européenne, et surtout même de la France, là, on va parler du catholicisme. Donc, on parlait des chrétiens d'Orient, mais quel avenir, là, à court terme et à moyen terme, selon vous, Alain Escada, pour le catholicisme en Europe? Si je pose cette question, c'est parce qu'on sait qu'il y a des oppositions, il y a au sein même de l'Église catholique, on sait qu'il y a des oppositions entre l'Église moderne et traditionnelle, et pourtant, on a besoin d'un bastion et d'une solidité, si on veut qu'il y ait pour résister à toutes les attaques, et même en France, de la République. Donc, que risque-t-il de se passer pour les catholiques en Europe et en France, Alain? Alors, bien sûr, d'une part, il y a une grande déception par rapport à ce qui se déroule à Rome, hein, évidemment, enfin une déception. Disons qu'il y a une amertume de voir que la subversion est très largement présente au sein même du Vatican, et donc d'observer de plus en plus de théories d'ordre révolutionnaire et wokiste au sein du Vatican. D'ailleurs, on a bien vu que parmi les prélats catholiques américains, plusieurs ont mené
mener une rude guerre contre les bonnes attitudes de Donald Trump et justement contre la défense de la famille traditionnelle, etc., menée par Donald Trump, ou contre la politique en matière d'immigration menée par Donald Trump. Donc le Vatican est vraiment rongé par le wokisme à l'heure actuelle. Maintenant, il y a, et c'est cela la source d'espoir, il y a un énorme développement en France du catholicisme traditionnel. Et l'élan que l'on observe notamment à travers la participation de jeunes de plus en plus nombreux dans les grands pèlerinages, notamment à la Pentecôte, nous montre qu'il y a une sève vraiment importante qui est là et qui peut constituer l'élite de demain pour une vraie reconquête nationale catholique de notre territoire. Mmh. Bien, merci Alain Escada. Il est 10h07, donc je dois conclure cette matinale qui, je sais que Nicolas Stocker se fera un plaisir de vous inviter à nouveau parce que c'est lui qui avait aussi préparé un entretien spécialement pour vous. Donc j'ai dû improviser, ayant été prévenu hier soir, mais j'espère que ça s'est bien passé. Mais surtout, merci pour vos rappels extrêmement importants sur la situation des chrétiens d'Orient, en tout cas, parce qu'on en parle beaucoup trop peu, malheureusement, et la situation est absolument catastrophique pour les chrétiens d'Orient. Donc, je le rappelle, SOS Chrétiens d'Orient, si vous ne connaissiez pas, jetez un œil et surtout soutenez cette initiative-là. Et donc, je le rappelle aussi, Civitas International. Pour terminer, hein, c'est ce que je propose à chaque fois, évidemment, je laisse cette liberté aux invités, à la fois si vous avez un mot de conclusion, mais surtout pour en profiter, faire un rappel peut-être d'actions particulières, d'événements, des moyens de vous rencontrer ou de vous soutenir pour Civitas. Alors, retrouvez Civitas International sur Telegram, X Twitter, sur bien sûr son site internet officiel. Soutenez Civitas International, adhérez à Civitas International, abonnez-vous à la revue Caritas, soutenez ainsi nos actions, aidez-nous à constituer un réseau de catholiques, un réseau transnational de catholiques pour défendre notre civilisation contre le nouvel ordre mondial. Eh bien, parfait. Très bonne conclusion. Merci beaucoup, Alain Escada. Et on va pouvoir conclure cette matinale, chers spectateurs. À tout de suite et à très bientôt, Monsieur Escada. Merci, au plaisir.